Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Sébastien. Bonjour Renaud. Il y a Emma qui nous rejoint. Oui. Bonjour Emma. Bonjour. Sophie qui arrive. Bonjour Sophie. Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. On a David. Bonjour à qui arrive. tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Catherine. On a Manon qui arrive. Manon. Bonjour Bonjour, Catherine. Bonjour Manon. Bonjour, excusez-moi du retard. Non, ça va. 2 minutes, vous êtes dans les temps. D'accord, merci. Tout le monde arrive doucement. Sylvine va se connecter, Manon? Oui, elle arrive, elle était en train de chercher le lien, elle arrive. D'accord, ok. Je regarde qui c'est qui manque. Il y a Christa. Christa, ok. Et encore quelqu'un d'autre, j'arrive pas à voir le nom. Ça doit être Sylvine. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christa. Bon, écoutez, on est au complet. Bonjour. Bonjour. Tu l'as enlevé ou tu fais quoi? Je vais l'enlever parce que si je vais... Ok. Nous sommes au complet. Il y a peut-être d'autres personnes qui s'inscriront parce que finalement, in fine, j'avais envoyé le mail, le lien à tout le monde, à tous les RH, en disant s'il y avait des retardataires, ils s'inscriraient. Merci à vous de vous être inscrits à cet atelier consacré à la RSE et l'impact pour les RH. On a le plaisir d'accueillir, d'être avec. Alors, cet atelier est co-construit avec le MEDEF Nouvelle-Aquitaine, un peu comme on avait fait l'an dernier sur les thématiques recrutement. Donc, Cindy Perrin qui est présente et également avec la participation de Caristéo qui va se présenter également, qui viendra aussi nous accompagner pendant 7h30. Je vous laisse vous présenter et après, si vous voulez, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit tour alors pas de table, mais un petit tour pour que chacun se présente et exprime ses attentes par rapport, justement, par rapport à cet atelier et par rapport à la RSE en général. Et après, on enchaînera. Voilà. Cindy? Oui, merci Catherine. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Cindy Perrin au MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Je suis chargée de mission sur les sujets qui touchent à l'emploi, à la formation, à l'éducation. Et donc, c'est en échangeant avec Catherine qu'on a souhaité vous proposer cet atelier car on est régulièrement sollicité, notamment par les fonctions RH, sur la démarche RSE en général.
Voilà, donc c'est un atelier qu'on a déjà, nous, proposé avec Frédéric, assez introductif. C'est un premier niveau d'information et d'échange sur le sujet, mais qui permet aux fonctions RH parfois de prendre un pas de recul et de repartir avec des idées pour redynamiser ce sujet dans leur entreprise. Frédéric, peut-être? Merci Cindy, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Frédéric Giuli, je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Caristeo, où on s'occupe de redirection écologique des entreprises. Alors ça commence par des mesures, des bilans carbone, des ateliers CSRD, de la sensibilisation. Je suis aussi cofondateur de l'association de la fresque du climat. On essaye de diffuser le plus largement possible une connaissance de base mais rigoureuse de la science climatique. Et donc avec Caristeo, on accompagne les structures et les organisations sur ces sujets, donc environnementaux et climat. Donc depuis la sensibilisation, la formation des professionnels et le conseil. Et donc ça passe par des déploiements d'ateliers de sensibilisation, des formations sur mesure, et puis du conseil carbone, beaucoup aujourd'hui orienté autour du sujet CSRD. Je suis sûr que certains et certaines d'entre vous commencent à en entendre parler, et puis surtout la mise en œuvre des politiques de réduction d'impact. Je vais vous accompagner aujourd'hui sur le webinaire pour vous donner un petit regard extérieur de ce que je peux voir sur ces sujets, et surtout pour les populations RH. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Tarjus et secrétaire générale de Franchimie Nouvelle-Aquitaine, en charge plutôt des questions sociales, emploi, formation, communication, promotion des métiers. Voilà. Donc, je vous propose que chacun se présente vite fait en 1 minute, et puis les attentes et les questionnements par rapport à la RSE. Je vais faire peut-être par l'ordre de mon document. David? Oui, bonjour, David Casmar, société LAT Nitrogène France Service à La Rochelle. On est en charge des calculs et des dépôts de suivi pour cette partie-là. Et j'ai déjà été approché par une entreprise pour donner des aides justement pour gagner peut-être un peu d'argent sur cette partie-là. Et donc, je me suis inscrit aussi à cette formation pour voir si justement ça partait pas sur le même système que ce que j'ai eu en présentation. Donc voilà. D'accord. Très bien. Merci, David. Valérie? Oui, bonjour. Laboratoire Ianesco, nous on est dans le domaine des analyses environnementales de l'eau et de l'air, des matériaux au contact des aliments. Donc on est 80. Donc la thématique RSE, elle revient régulièrement, même aujourd'hui dans les appels d'offres. On a déjà un peu travaillé dessus. Voilà, donc c'était pour avoir plus d'informations et puis voir où en étaient un peu les autres également. Très bien, merci. Renaud? Oui, bonjour à tous. Renaud Revel, moi je suis directeur d'une petite société qui s'appelle Rescol Production à côté de Châtellerault, pas très loin de Poitiers, pour ceux qui ne connaissent pas Châtellerault. Pas très loin du Futuroscope pour ceux qui ne connaissent pas Poitiers. On est 10 personnes et nous on est des fabricants de peinture, peinture et autres produits principalement destinés à l'industrie du cuir. On est signataire de la Responsible Care depuis 2021, donc engagé dans la démarche RSE. On a cette année, depuis le mois de juin, une jolie petite médaille d'or EcoVadis en termes de RSE. Et en fait, aujourd'hui, je suis là pour prendre les bonnes idées que tout le monde peut avoir et qu'on va pouvoir me présenter. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Christa? Oui, bonjour. J'essaie de remettre ma caméra, mais je ne sais pas si je vais y arriver.
Non. Donc, Christelle Leclerc, Société Analysis. Nous sommes basés en Charente et nous travaillons dans le traitement des circuits d'eau industriels. Société qui existe depuis plus de 30 ans. Nous sommes 44 aujourd'hui. Je suis assistante RH. Et en 2024, là, vraiment, on met en œuvre notre politique. On va essayer de mettre en œuvre notre politique RSE. On a commencé un bilan carbone et on voudrait vraiment commencer à rentrer dans cette dynamique-là. Donc, ce sujet-là est intéressant puisque j'ai eu l'occasion aussi avec l'Union patronale d'assister à ce genre d'information. Et souvent, la RSE côtoie largement les services RH. En fait, il n'y a pas vraiment de service dédié à la RSE en particulier. Ça touche tout le monde et personne, du coup. Donc, il faut que tout le monde s'en charge. Voilà, donc moi aussi, je suis preneuse de bonnes idées et on est en train d'avancer sur le sujet. Parfait. Sébastien? Alors, de notre côté, moi je suis donc Sébastien Quément, je suis le responsable RH du groupe Technima. Nous sommes basés en Charente. On est principalement fabricant de systèmes de marquage en aérosol, hein, donc plus vulgairement parlant des bombes de peinture pour le marquage. Notre groupe s'est inscrit dans une démarche RSE en fin 2023, début 2024. Donc là, on est sur les balbutiements de la mise en place de la RSE. On est médaille d'or aussi EcoVadis. Et moi, je suis effectivement preneur de ce qui peut être fait en matière d'RSE au niveau RH, en sachant que voilà, aujourd'hui, sur 2024, on a principalement travaillé sur la qualité de vie au travail avec des actions en interne. Voilà. Mais ça ne se limite pas qu'à la QVT. Ok. Merci. Emma? Bonjour à tous, donc je suis Emma Latrubet, je suis actuellement alternante RH donc, dans la société Axplora à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc nous, on fabrique des principes actifs pour les médicaments. Donc bon, je viens d'intégrer la société, donc je sais que on a également une bonne partie RSE, qu'on est inscrit aussi donc, sur EcoVadis. Et donc moi, je viens pour prendre les informations aussi, pouvoir aider mes collègues sur ce sujet-là. Très bien, merci. Sylvine? Bonjour à tous, donc je suis Sylvine Massiel, société Curia France. On fait partie d'un groupe américain, on est 214 salariés en France. On a 2 sites dans le Lot-et-Garonne, Bonne-Encontre à côté d'Agen et Tonins à côté de Marmande. Nous, alors en termes de démarche RSE, on en est vraiment au balbutiement, hein, donc effectivement, nous, on est là aussi pour s'imprégner un petit peu de tout ça, prendre des idées et essayer d'avancer un peu sur ce sujet qui va devenir effectivement essentiel dans les années à venir. Voilà pour la société Curia. Et on fabrique également des API, agents actifs, qui rentrent dans la composition des médicaments. Voilà. Très bien, merci. Du coup, Manon, peut-être... Oui, du coup, Manon Farc, Société Curia France également, et je suis assistante RH. Donc, bon, je ne vais pas vous représenter parce que Sylvine vous a bien déjà présenté. Ok, très bien. Priscilla? Bonjour, donc Priscilla Lucas, responsable RH de chez Foresa France. Donc nous, on est fabricant de colle industrielle. On est situé sur Ambarès. Moi, je viens juste pour prendre aussi quelques informations, voir ce qui peut se faire dans les autres entités. Parfait. Et Serge? Oui, bonjour à tous, à toutes et tous. Donc moi, je suis Serge Etmanovic, je viens d'intégrer ACD Nouvelle-Aquitaine depuis le début du mois de juillet. J'ai un parcours de préventeur. Et comme j'ai toujours été dans l'idée que l'environnement c'était important, c'était déjà mon sujet dans mes études. Dans le cadre de mon plan de formation, en arrivant et également avant d'arriver, j'avais déjà en envie de me former sur la RSE. Donc je viens pour 2 objectifs, effectivement comprendre un peu le contexte
qui peut intéresser nos clients potentiels et donc accompagner la démarche de certaines de nos entreprises adhérentes. Et puis également, à titre personnel, savoir comment tout ça, ça rentre en compte, puisque je vais être formé à partir du mois de janvier, une formation de 4 jours sur la RSE pour justement être prêt à accompagner. Voilà, Très bien. et Merci. l'occasion de vous rencontrer. Merci, Pierre. Donc voilà, on a fini le tour de table. Donc on voit bien que il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la RSE, que bon, les entreprises sont engagées dans la démarche, mais à différents niveaux, et que cet atelier, je pense, va vous apporter d'informations et va être riche en échanges. Donc, en fait, on va laisser Cindy et Frédéric animer. Et puis, en fait, l'idée, c'est que ça soit un atelier interactif. Donc, n'hésitez pas à soit prendre la parole en levant la main, soit via le chat. Et on interagira avec vous également. Voilà. Donc, à vous, on vous laisse prendre la parole, Cindy et Frédéric. Merci Catherine. Donc Catherine, si ça prend la parole, je ne vois pas forcément les mains levées, je vous laisse nous interrompre et réguler. Alors ce qu'on vous propose pour démarrer cet atelier, ça peut paraître basique, mais on sent bien que c'est vraiment important, c'est de reparler de ce que c'est que la RSE. C'est pas clair dans la tête de beaucoup de personnes, et donc quand il s'agit de mettre en place une démarche derrière, encore faut-il être au point sur ce que c'est que la responsabilité sociétale d'une entreprise. Donc, de façon très simple, c'est la façon dont votre entreprise va aligner sa stratégie, sa gouvernance, sa raison d'être, mais aussi ses processus avec les 3 enjeux du développement durable que vous devez connaître, qui sont l'enjeu économique, l'enjeu environnemental, l'enjeu sociétal qui englobe l'enjeu social. On vous a aussi mis volet gouvernance, parce que si aujourd'hui on veut avancer cette démarche RSE sur les 3 domaines qui sont ceux que je vous ai cités, on se rend compte que la RSE, elle doit venir pénétrer la gouvernance d'une entreprise. Donc, rapidement sur ces 3 domaines, sur le volet environnemental qui a déjà été un petit peu évoqué en tour de table et qui est souvent celui que l'on associe à la RSE, c'est-à-dire le côté environnemental, climatique, transition écologique, c'est se questionner sur les effets de votre entreprise, de son activité, sur son environnement, son propre environnement et l'environnement en général. Donc là, il y a plein de sous-sujets et de sous-filières à l'intérieur de ce domaine-là. Ça va être de comment vous gérez vos déchets et vos émissions. Donc ça, c'est plutôt aujourd'hui connu, intégré, questionné. Ça va être les sujets énergétiques, comment vous achetez, comment vous gérez le processus d'achat. Ça va être tous les sujets qui touchent à la mobilité pour vos salariés, pour vos fournisseurs, vos sous-traitants. On peut aussi aller sur les sujets d'analyse du cycle de vie. Donc là, on est vraiment sur des choses très classiques, mais quand on touche à l'environnement, et Frédéric pourra nous en parler, ça va bien plus loin. La RSE, c'est pas que l'environnement, c'est pas que l'écologie, c'est un peu plus large que ça, c'est aussi la dimension économique. Et quand on parle d'économie, une entreprise, elle n'a pas entendu qu'on parle de RSE pour se questionner sur le volet économique, mais c'est plutôt comment on produit des services ou des produits de façon durable. Et ça, parfois, ça peut un peu questionner la stratégie d'une entreprise, ses relations. Donc, la partie économique, elle n'est pas à négliger aussi. Ça va venir questionner vos modes de production, les produits finis, les produits et les services que vous produisez, mais aussi les modes de consommation que vous engagez derrière, vos relations avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, l'économie dans laquelle vous vous inscrivez. Et puis, dans ce volet-là, nous, on aime bien y raccrocher aussi la question du territoire. Quand on développe une économie sur un territoire, il y a aussi l'impact sur le territoire, comment notre entreprise s'inscrit dans le territoire, comment elle contribue au développement durable du territoire. Donc la RSE, c'est aussi cet aspect-là. Le 3e aspect, c'est le volet sociétal. Donc depuis 2006, on parle davantage du volet sociétal que social, qui englobe le volet social, mais donc qui est beaucoup plus large. C'est comment votre entreprise impacte la société et ses hommes, donc avec des sujets très différents. Ça peut aller
des sujets de diversité et d'inclusion sur lesquels vous êtes assez sensibilisés côté RH, sur les écarts de rémunération, sur la politique de formation. Vous avez parlé de la qualité de vie, des conditions de travail. Donc, tout ça, c'est de la RSE. Le dialogue social, qui est un sujet RH de base, mais c'est aussi de la RSE. Voilà, donc le volet social et sociétal, c'est le troisième domaine qui vient rentrer dans ce sujet très, très, très large de la RSE. Je vous parlais de gouvernance. On parle de gouvernance responsable aujourd'hui quand on veut mener une démarche de RSE. Les premiers écueils ont montré que quand une gouvernance n'était pas sensibilisée, n'était pas partie prenante avec la RSE, on avait des petites actions isolées sur les différents domaines, mais on n'avait pas de stratégie à proprement parler et on n'allait pas sur quelque chose qui avait vraiment un changement en termes d'impact. Donc, on va beaucoup vous parler d'impact. Donc, une gouvernance responsable, c'est une gouvernance qui se questionne. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis le mot éthique, qui est dans une démarche de réflexion, qui ose questionner sa stratégie, qui ose questionner ses processus, qui ose remettre en question parfois une façon de proposer une activité. C'est une gouvernance qui va un peu plus intégrer ses parties prenantes. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai écouté le témoignage d'une laiterie qui s'appelle Laiterie Bastidara et qui donc sur notre région et qui a inclus dans ses parties prenantes les producteurs laitiers. Donc, ils produisent des yaourts, ils utilisent le lait pour produire différents produits laitiers. Et donc, dans le cadre de leur démarche RSE, ils ont revu le mode de fonctionnement de la gouvernance et vraiment élargi les parties prenantes. C'est se questionner sur les responsabilités du dirigeant, les droits des actionnaires, le côté transparence, c'est-à-dire comment on communique sur la façon dont on dirige notre entreprise. Voilà, donc là, on est sur la définition très large de la RSE. Frédéric, est-ce que tu veux compléter mon propos déjà sur la partie définition ou illustrer? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors peut-être une petite requête pour les gens qui sont présents. Ce serait plus agréable si on activait les caméras pour ceux et celles qui le souhaitent et qui le peuvent. Comme ça, on peut vous voir en direct. Sinon, on voit que des petites vignettes. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, on est aujourd'hui avec une industrie qui, d'un point de vue environnemental, est rodée aux obligations, parce que vous êtes strictement réglementé. Et normalement, vous êtes déjà familier de beaucoup de sujets qui sont liés à la protection et la préservation de l'environnement. Alors, pourquoi ça évolue aujourd'hui? Parce qu'une question commence à se poser de plus en plus, c'est quelle est la responsabilité de l'entreprise et des parties prenantes de l'entreprise dans l'évolution nécessaire de la société vis-à-vis des enjeux environnementaux que vous connaissez, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, la préservation des ressources. Donc, avec une idée qui est peut-être qu'au-delà de la stricte réglementation, les entreprises ont un apport à faire sur la transformation de la société. D'un point de vue gouvernance, je trouve très important quand on parle de ces sujets d'avoir toujours cette petite vignette là que vous voyez en haut à gauche de la slide. Et parfois, j'ai cette question, c'est mais pourquoi on parle de la gouvernance? Donc, Cindy a donné des éléments et j'aimerais en apporter un autre qui est l'évolution un peu de ce dont on a besoin en termes de gouvernance dans la société. Et je m'explique. Il n'a pas dû vous échapper qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes. Il y en avait déjà un paquet avant, mais avec l'évolution ne serait-ce que des normes, l'évolution du contexte, la pandémie qu'on a eue il y a quelques années, sans parler du contexte géopolitique, on vit dans un climat de plus en plus incertain. Et sur les sujets que je traite en particulier, c'est-à-dire sur le climat, il y a aussi la question d'adaptation qui devient un sujet de plus en plus important, surtout pour les petites structures. Et donc, on passe dans la gouvernance d'un besoin plutôt de performance, d'améliorer les processus et de pouvoir s'assurer qu'on a une gouvernance qui répond bien à ce besoin, à une gouvernance qui est plutôt dans l'innovation, c'est-à-dire devant un monde incertain où je n'ai pas toutes les données pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines années et parfois les prochains mois, comment je m'entoure pour avoir une gouvernance qui est agile et qui sait réagir à un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes. Peut-être, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui vous réagir par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des sujets que vous avez dans votre société aujourd'hui, notamment sur la gouvernance par rapport à la RSE? Quelqu'un veut réagir? N'hésitez pas à prendre la parole. L'idée, c'est qu'on échange facilement et
et librement. Non? Je poursuis alors. Vas-y. Je vous propose de poursuivre et peut-être qu'on aura plus de réactions sur les préjugés que l'on peut avoir au niveau de la RSE. Alors, ces préjugés-là, en fait, c'est des choses que l'on entend quand on accompagne régulièrement des entreprises. Peut-être que Catherine, vous pourrez témoigner aussi sur ces petites phrases-là. Et là, on l'a entendu d'ailleurs sur le tour de table, on est au balbutiement où on n'a pas de démarche RSE. J'animais un atelier justement il n'y a pas longtemps en Charente avec une visite d'entreprise au préalable qui a commencé son tour de table en disant on n'a pas de démarche RSE. Sauf que moi, quand j'ai fait la visite de l'entreprise, j'ai clairement identifié une démarche RSE. Je l'ai identifiée moi en externe, l'entreprise ne l'avait pas identifiée en interne. C'est pour ça que savoir ce qui rentre dans la RSE, savoir que telle action, tel sujet, c'est de la RSE, c'est important pour pouvoir derrière le faire savoir et le formaliser. Donc aujourd'hui, oui, il y a plein de choses qui arrivent d'un point de vue réglementaire, on va en parler, mais vous êtes déjà très très nombreux à être engagés dans une démarche RSE, parfois sans le savoir, tout simplement parce qu'on n'identifie pas clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Et pas de faire savoir sans savoir faire. Attention quand même, la RSE, ce n'est pas que de la communication. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'expression de greenwashing, mais les entreprises qui, à l'inverse, communiquent beaucoup sur leur engagement RSE et qui ne le font pas de façon authentique, c'est-à-dire que derrière, quand on pénètre dans l'entreprise, quel que soit l'angle, en tant que salarié, en tant que fournisseur, en tant que sous-traitant, et on s'aperçoit que c'est que de la façade, c'est très dommageable. Frédéric, tu complètes sur cette partie? Oui, avec plaisir. Le greenwashing, vous avez sûrement tous vu, été amusés, parfois choqués par des exemples de greenwashing. Ce dont je peux témoigner, c'est que personne, en tout cas à ma connaissance, ne fait du greenwashing avec l'intention de le faire. Il n'y a que des bonnes intentions qui partent souvent du principe de je vais communiquer sur une action importante, qui me paraît importante et qui me paraît remarquable. Sachez qu'il y a des bonnes manières de le faire. Et en gros, les bonnes manières, c'est quand on communique sur une action, on n'oublie pas de l'introduire dans un contexte d'ensemble qui dit bah, voilà mon impact, en quoi cette action contribue à réduire cet impact, et puis voilà le reste à faire. Si vous voulez communiquer, et je pense que c'est une bonne chose de le faire, parce que ça permet aussi d'occuper un espace un peu saturé dans le domaine de la communication, sachez que l'ADEME a produit un très bon guide anti-greenwashing. Donc, si vous interrogez en disant ce serait bien de communiquer sur un sujet, par exemple, dans les popularisations RH, comment vous formez, comment vous sensibilisez en interne, allez regarder ce guide pour voir les do's and don'ts préconisés par l'ADEME. Autre préjugé qu'on entend souvent, c'est que la RSE, ce n'est pas pour toutes les boîtes. Alors, pour être aux côtés de grandes entreprises et de plus petites entreprises, on entend souvent des grandes entreprises, mais nous, de toute façon, on est souvent décrié quoi qu'on mette en place. Oui, mais quand on est une grande entreprise, on a aussi un plus grand impact. Quand on parle de responsabilité, on parle d'impact de ses activités, de ses processus sur la société, sur son territoire, sur les parties prenantes. Donc, plus mon entreprise est grosse, plus j'ai un gros impact. Raison de plus pour y aller. Ou parfois pour convaincre une gouvernance, quand on a un petit peu du mal à faire monter ce sujet au niveau de la gouvernance. Concernant les petites et les moyennes entreprises, elles nous disent souvent ne pas avoir le temps ni les moyens financiers d'investir le sujet de la RSE, alors qu'à l'inverse, et on a eu un exemple, je crois, dans le tour de table parmi les personnes présentes, les petites et moyennes entreprises sont souvent parfaitement dimensionnées pour expérimenter plus vite et faire preuve d'agilité. Donc, quelle que soit son activité, quelle que soit la taille de son entreprise, tout le monde a intérêt à aller sur cette démarche de la RSE et tout le monde a une valeur ajoutée à aller sur ces sujets. Je continue concernant les préjugés. On vous parle de RSE, on est en 2024, bientôt en 2025. Le développement durable, c'est quelque chose qui commence à sortir dans les années en 1987, c'est ma date de naissance, donc ça commence à dater un petit peu. Et donc aujourd'hui, si on s'adresse à vous en tant que RH, c'est aussi pour dire que les salariés ont vraiment de fortes attentes au niveau des entreprises quant à leur démarche RSE. On le voit au niveau des baromètres, des sondages, des statistiques, et ça ne touche pas que les jeunes générations. Aujourd'hui, un salarié qui est en recherche de sens,
cherche aussi à comprendre comment son entreprise, elle se positionne sur son secteur, sur son territoire et comment elle se soucie de l'impact qu'elle génère. Donc, on vous a mis, les salariés recherchent désormais des entreprises à mission. C'est encore un petit peu récent ce terme entreprise à mission, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait que quand on est RH, ne pas se servir de la démarche RSE, c'est dommage, parce que vraiment, c'est un outil majeur en termes d'attractivité, de marque employeur et de fidélisation des salariés. Ouais, je peux peut-être partager une anecdote à ce sujet. Donc, je suppose que d'un point de vue RH, c'est un sujet auquel vous êtes confronté régulièrement. Parfois, on le sous-estime. Il y a un an, j'étais invité à une table ronde à l'école polytechnique. À l'issue de la table ronde, un autre intervenant me partageait qui, depuis 4 ans maintenant, ils avaient énormément de mal à recruter dans cette prestigieuse institution. Et pourtant, ils avaient des jolis salaires à la sortie. Et il remarque que le sens est en effet important dans les. Donc, le sens, qu'est-ce que je vais faire, à quoi ça va servir, ce que je vais faire dans le rôle de l'entreprise. Mais au-delà du sens, il y avait une question de cohérence de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas juste mon rôle, mais au final, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise, en quoi elle contribue à faire un monde meilleur. Ça devient une préoccupation de plus en plus importante. J'ai une question, c'est plutôt par rapport aux participants. Est-ce que justement, je sais pas, lorsque vous faites des réunions de codir, etc., vous abordez ce sujet? Est-ce que c'est des sujets que vous abordez ou pas? Ou finalement, ça reste... voilà, c'est une question pratico-pratique. Et s'il a dit non, de la tête. Je ne sais pas, Sébastien, puisque vous avez lancé une démarche RSE, Alors, en codir, c'est un peu compliqué chez nous, puisqu'au niveau, vous parliez de la gouvernance, il faut que la gouvernance, on va dire, nos dirigeants soient pleinement investis et convaincus. Aujourd'hui, notre problématique, c'est qu'on se lance dans une démarche sans pour autant que tous les dirigeants soient dans la même ligne, en fait. Donc, le démarrage est un peu compliqué. Après, au CODIR, nous, on n'en parle pas spécialement. Aujourd'hui, on a missionné un directeur de projet en charge de la RSE. Mais pour l'instant, le démarrage est effectivement compliqué. Il y a pas de... Le go n'a pas été donné dans tous les services. Donc, les achats travaillent un peu seuls de leur côté. Le service RH, nous, on travaille avec nos petites actions QVT. Puis, on essaye de, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qu'on a mis en place les années précédentes et qui sont en fait du cadre de la RSE, mais qu'on n'avait pas spécialement, on n'avait pas mis une étiquette dessus RSE, on ne les mettait pas en avant. Donc aujourd'hui, voilà, on parle de balbutiement parce que pour moi, la démarche n'est pas lancée dans tous les services. L'idée, c'est qu'on fait partie du groupe donc Technima, on a plusieurs filiales à l'étranger. L'idée, c'est de commencer par le site de Nersac en tant que site pilote pour pouvoir la déployer dans le futur sur les autres entités. D'accord. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Si, tout à fait. On peut peut-être avoir aussi Renaud, parce que justement, Renaud, vous avez lancé la démarche. Et, alors, effectivement, moi, c'est aussi un tout petit peu particulier. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rescol, et maintenant qui appartient à un groupe espagnol qui s'appelle AP+. Une maison mère est dans un groupe qui honnêtement, ne sont pas du tout intéressés et acteurs et moteurs dans la RSE. Moi, j'ai l'avantage de faire partir d'une boîte qui a sa propre entité sociale et sa propre raison sociale au sein de ce groupe-là et qui a aussi l'avantage d'avoir une activité totalement différente de celle du groupe. Moi, je suis un producteur, eux font des analyses et j'ai la chance de pouvoir faire, allez, on va dire à 95% ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Du coup, vous parliez des réunions de CODIR. En fait, le CODIR, c'est moi tout seul. Donc, je m'aborde les sujets tout seul et en fait, j'avance moi en fonction de ce que je mets en place et de ce que je souhaite mettre en place. Et je rebondis sur une des premières diapos, en fait. Pourquoi la RSE? Parce que, effectivement, ça nous permet de l'avant. Mais on avait déjà fait beaucoup de choses rentrant dans le cadre de RSE sans même parler de RSE ici. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais.
Voilà, C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites mais qui n'ont pas été identifiées comme étant des actions rentrant dans la RSE. tout à Et fait. aujourd'hui, en connaissant mieux la démarche, on s'aperçoit finalement que sans le savoir, on en faisait. Donc maintenant, c'est effectivement de structurer et puis peut-être de communiquer plus là-dessus. Tout à Est-ce fait. qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir ou Je fais juste une parenthèse, mais ça va peut-être être abordé un peu plus loin. La RSE, ça rapporte un tout petit peu d'argent, mais ça n'en coûte pas. Du moins, chez moi, ça n'en coûte pas. Serge, vous avez levé la main. Oui, oui, tout simplement pour, comme dit Catherine, pour rebondir, je crois qu'effectivement, quelque part, cette question est-ce que c'est débattu au CODIR, est-ce que c'est connu? Bah, c'est d'abord, je crois qu'effectivement, quelque part, une approche interne. C'est-à-dire, il faut donner du sens en interne, parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que la communication, c'est le greenwashing? Mais si déjà on arrive à être convaincus tous en interne, bah, déjà, effectivement, c'est pour ça que comment dire, le témoignage de Renaud est intéressant, au sens que, bah, alors évidemment, il est d'accord avec lui-même, mais surtout, il a la liberté d'engager l'action. Alors que ce que dit Sébastien, c'est qu'effectivement, ça a plus quelque chose en fait, de larvé pour l'instant, tant que tout le monde n'est pas convaincu, ou en tout cas que c'est pas exprimé. Et je pense que le côté communication, avant de le faire sur l'extérieur, il faut déjà le valider en intérieur. Enfin, en tout cas, je pense, c'est le premier point d'entrée, quoi. c'est clair? Très bien. Merci. Merci. Merci pour ces retours d'expérience. Dans les derniers préjugés, et là pour vous partager, nous, un peu notre expérience, et notamment l'expérience de Caristéo, c'est que la RSE, c'est obligatoire, oui, on en a parlé en introduction, et c'est parce que ça commence à être de plus en plus obligatoire et de plus en plus normé que le sujet pénètre en entreprise. C'est une façon de le prendre et de l'intégrer, de se dire on va se conformer à la RSE, un peu comme on a parlé de démarche qualité il y a quelques années. Or, les entreprises, et je pense que Frédéric, tu pourras témoigner, qui accompagnent ces démarches se rendent bien compte que celles qui réussissent et qui déploient la RSE de façon durable sont celles qui la voient plutôt comme une opportunité, qui l'engagent de façon volontaire et pas de manière obligatoire. Voilà, donc en termes de stratégie, euh, est-ce qu'on fait de la RSE parce qu'on y est confronté? Est-ce qu'on fait de la RSE aussi parce qu'on a des convictions? Ça donne pas du tout le même résultat derrière. Et je peux vous partager aussi un retour d'expérience. J'assistais à une réunion de l'AFNOR qui propose un label engagé RSE où le responsable de ce label-là nous expliquait que lors de leurs audits, ceux qui n'avaient pas de bonnes notes justement sur le leadership et la gouvernance et la stratégie RSE, finalement, ils pouvaient avoir derrière de très très bons résultats, mais n'ont jamais la note exemplaire. Que vraiment les entreprises qui ont aujourd'hui des démarches exemplaires, ce sont celles qui sont rentrées par la RSE parce qu'il y avait une conviction, il y avait une vraie volonté de réfléchir sur ce que l'on fait avant de se conformer. Donc, c'est un retour d'expérience qui nous paraissait intéressant à vous partager, même justement si vous êtes au balbutiement. Frédéric? Alors, si je peux rebondir, bah, peut-être une petite question là, en levant la main physiquement ou virtuellement en cliquant sur le bouton. Qui parmi vous a déjà fait ou est en train de faire un bilan carbone? Donc, Christa, vous partagiez tout à l'heure que vous êtes en cours d'exercice. Qui d'autre? Juste lever la main si vous avez votre entreprise a fait ou est en train de le faire. Ouais, Valérie, Clément, ok. Renaud aussi, 2 fois. Et maintenant, deuxième question. Qui a déjà entendu parler, sans aller plus loin, de la CSRD? Juste lever la main. Ok, Sébastien? Ok, les autres, ok. Renaud aussi. Catherine, 2 fois. Donc, un bilan carbone, c'est quelque chose qui permet à une organisation, une entreprise ou même un individu, et je vous engage à le faire à titre individuel, qui permet de savoir quelles sont les poches d'émissions de notre activité. La CSRD est une nouvelle directive européenne qui va impacter toutes les grandes entreprises dès l'année prochaine, c'est-à-dire plus de 500 personnes, les plus petites l'année d'après, 250 personnes. Et en fait,
en cascade des chaînes de sous-traitance, ça va arriver très très vite. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets et on a en effet un peu deux types d'attitudes là-dessus. La première et la plus connue, c'est « Ah là là, il y a encore Bruxelles qui nous enquiquine avec des nouvelles normes » et c'est vrai qu'elle est contraignante. Elle est contraignante parce que c'est une position de l'Europe qui est contraire à celle des États-Unis qui va maintenant obliger les entreprises à communiquer sur pas que la question de comment mon entreprise peut impacter mon activité, comment l'environnement peut impacter mon activité, mais aussi comment moi j'impacte l'environnement et de manière précise et détaillée. Et en effet, on voit une deuxième attitude qui est, bon, quitte à devoir faire ça, parce que c'est obligatoire et on n'a pas le choix, et on va prendre ça comme une opportunité de se poser les bonnes questions, avec des gens, en effet, qui vont profiter de ça pour faire un bilan carbone, pour faire une analyse d'impact, une analyse de vulnérabilité face à l'évolution sur les ressources, sur les matières, sur le climat en général, et avec les apprentissages, pouvoir se positionner très différemment. Je vous raconte encore une toute petite histoire, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, vous pourrez la regarder. Vous pouvez chercher le roi de la paille, vous savez, paille en plastique. Vous apprendrez comment une entreprise avait le tiers du marché mondial des pailles en plastique. Et du jour au lendemain, il y a une vidéo que vous avez peut-être vue, on voit une tortue qui avait une paille en plastique et quelqu'un qui essaye d'enlever cette paille en plastique, qui fait que du jour au lendemain, tous les grands consommateurs de paille en plastique, donc les McDonald's, toute la fast-food, ont appelé leur fournisseur en disant « Je veux plus de paille en plastique, je veux une paille biodégradable ». Et ça vous raconte comment une entreprise qui avait pris les devants en se disant je vais juste essayer de développer des produits biodégradables parce que je trouve que c'est bien de le faire, a pu prendre ça avec un marché qui se retournait comme une opportunité et non seulement se maintenir, mais gagner des parts de marché considérables dans ce changement radical, parce qu'ils avaient pensé que c'était une bonne chose à faire. Regardez, le roi de la paille, c'est un Chinois, Hu Zongping, si je me souviens bien. Alors, pour poursuivre nos échanges sur le sujet, on a déjà un petit peu abordé à travers la question de Catherine, mais qui pilote la RSE dans les entreprises? Alors, il y a plusieurs études, mais elles sont un petit peu anciennes, on vous les a proposées. Et nous, nos expériences, on se rend compte en effet, j'essaie d'avancer ma slide, ouais. On se rend compte en effet qu'il n'y a rien d'homogène d'une entreprise à une autre. On voit que la RSE, elle est portée à la fois par la direction et les équipes RH, à la fois par des équipes qualité, mais à la marge, aussi par la direction générale. Et puis, personne n'est spécifiquement en charge aussi, avait répondu certaines personnes qui avaient participé à l'enquête. On vous partage encore autre chose. Là, c'est plutôt une question qui avait été posée au RH. Comment pensez-vous que le sujet de la RSE devrait être adressé dans l'idéal dans les organisations françaises? Là, les personnes RH ont répondu par une égale contribution des services RH et des autres services aux missions RSE, sans direction spécifique. Donc, c'est ce qui était ressorti. 22% avaient répondu avec une mission dédiée RSE rattachée à la direction générale. 9% avec un service RH qui porte intégralement les sujets RSE. Donc aujourd'hui, on observe que c'est très différent, qu'il n'y a pas forcément une bonne façon de faire, si ce n'est qu'il faut que la gouvernance, à un moment donné, soit sensibilisée et partie prenante du sujet. Ça, c'est une condition indéniable. On voit des tendances, par contre, Frédéric pourra témoigner de celles qu'on voit au niveau des DAF, mais on vous laisse aussi réagir sur le sujet. Moi, j'avais plutôt l'impression, alors peut-être dans notre secteur d'activité, que c'était plutôt les HSE qui s'occupaient dans les entreprises de la RSE, mais je me trompe peut-être justement puisqu'on a des adhérents. J'avais l'impression que c'était souvent abordé sur le côté technique plutôt que RH. Je ne sais pas si parmi ceux qui sont présents, vous confirmez ou non. Personnellement, moi, j'aurais aussi plutôt dit que c'était une mission HSE qu'une mission proprement dite RH. Après, je ne sais pas, parmi ceux qui sont là. Nous, chez Technima, ça a commencé par le responsable qualité. L'ARH en prend une petite partie. Et la partie achat également. Donc, du coup, on a fait le choix de prendre un directeur de projet pour pouvoir faire le pilote, en fait, de tout ça, des différents aspects.
Et en effet, hein, Catherine, chez les industries qui ont une forte culture déjà de la sécurité environnementale, dont vous faites partie, c'est assez logique quand les sujets RSE émergent de commencer par les confier au département HSE. Je trouve assez intéressant dans ce qu'on a dit jusqu'à présent d'impliquer les RH assez rapidement parce qu'il y a une question culturelle, culture d'entreprise qui va être un facteur de changement majeur. Il a été partagé par certains d'entre vous que il y avait une question de prise en main de ces sujets par les responsables, par les dirigeants de l'entreprise, et puis aussi peut-être aussi par la communauté, par les collaborateurs, par les parties prenantes. Et c'est là où la ressource humaine peut avoir un vrai impact en sensibilisant, en formant, en s'assurant que ce sujet est un sujet d'entreprise et que ce soit considéré comme tel. Peut-être que l'impact aussi enfin, ce que nous présentait Cindy tout à fait au début, avec les trois zones, en fait, ça dépend effectivement où on voit le début du RSE. Peut-être que suivant si on le voit sur le côté rejet, etc., impact environnemental, déchets, etc., c'est peut-être pris sur le côté technique par les HSE. Effectivement, si on est sur le côté sociétal ou QVT, c'est pris par les RH. Et donc, du coup, la vraie question, c'est qui pilote? En fait, il peut y avoir plusieurs pilotes, ou en tout cas, il faut un méga pilote pour que ça agisse sur les plusieurs les différentes zones de la diapo du début, je pense. Le fait que ce soit pris en charge de façon transversale, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. On voit que ça vient ruisseler dans les différents services et qu'on va retrouver une démarche cohérente. Donc ça, c'est un peu l'exemple qui était donné avec le chef de projet qui essaye de redonner corps aux actions des uns et des autres dans les différents services. Moi, quand j'ai travaillé sur le sujet, j'étais un peu surprise et Frédéric, peut-être que tu pourras témoigner que le sujet est de plus en plus aujourd'hui pris dans certaines entreprises par des DAF. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais avec les histoires de rapports extra-financiers aussi, je comprends mieux. Tu peux nous en dire deux mots, Frédéric? Oui, avec plaisir. Il y a une évolution un peu naturelle qui est la suivante, c'est le sujet arrive par une porte dans l'entreprise et va être confié à la personne la plus proche du sujet. Donc, on va parler du HSE, mais effectivement, ça peut arriver par le côté RH ou un autre. Au bout d'un moment, va se poser la question de la performance extra-financière, c'est-à-dire que ça ne devient plus quelque chose qu'on fait à côté, mais quelque chose qu'on veut mesurer, voire quelque chose sur lequel on s'engage. Et donc, notamment pour les grandes entreprises, beaucoup, dans les 10 dernières années, ont pris des engagements publics en disant on va réduire notre impact environnemental, on va réduire nos émissions de carbone. Et à partir de ce moment-là, ça devient un engagement. Et les marchés regardent toujours, vous le savez, la capacité d'une gouvernance d'entreprise à tenir ses engagements. Et donc, nombre de fois, on a vu des équipes RSE se monter comme ça, pas très bien équipées, pas avec beaucoup de moyens, et puis beaucoup de beaux discours en disant on va réduire nos émissions, et puis pendant ce temps, on a un plan de croissance qui dit qu'on va faire 5, 10, 15% de volume en plus. Et bizarrement, figurez-vous que les objectifs environnementaux, on passe le plus souvent à côté, si ce n'est toujours. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que dans l'entreprise, les processus sont ultra optimisés pour la performance financière, souvent entre les mains de directeurs financiers, de directrices financières dont c'est le métier. Et donc, on arrive aujourd'hui à une logique qui est, si on est sérieux et qu'on veut mesurer cette performance, on a besoin de données, on a besoin de systèmes de mesure et puis de systèmes de performance, et que le meilleur département pour contrôler ça, c'est le département de la finance, pour s'assurer que tous les indicateurs soient traités de manière égale. Donc, en effet, on voit, et on le recommande, mais plutôt sur les structures importantes, donc qui ont des moyens de mettre en place des processus et des outils pour ça, des directions financières de plus en plus impliquées et qui vont suivre des unités comme des taux de CO2, des impacts biodiversité, exactement comme on suit des euros ou des dollars. Et j'aurais juste complété aussi, hier j'avais une réunion avec, sur le social avec la branche, et justement, de plus en plus également, les CSE vont devoir être impliqués également dans tout ce qui est
RSE et environnement. Et justement, a priori, il y a un syndicat qui a interpellé le président de la branche en trouvant que justement les entreprises ne travaillaient pas assez avec les CSE sur ces questions-là. Donc voilà, on voit aussi que, comme le disait Frédéric tout à l'heure, que ce sujet va être pris en main dans l'entreprise et par toutes les parties prenantes de l'entreprise également. D'où l'importance aussi que les RH prennent en main aussi cette thématique pour après, comme tu disiez, Frédéric, pour l'acculturation à la RSE au sein de l'entreprise. De toute façon, aujourd'hui, Catherine, ce qu'on appelait la BDES est aujourd'hui passé en BDESE avec un volet environnemental. Donc aujourd'hui, Voilà. les représentants du personnel sont intégrés dans la partie environnementale aussi, au travers des indicateurs qu'on leur fournit et des actions qu'on leur propose. D'accord. Je vous propose de continuer, on va le voir juste après, Catherine. En effet, le rôle du CSE et des salariés sur ces sujets-là, à ne pas oublier dans les parties prenantes, et sont souvent très oubliés. Alors, on avance un petit peu, du coup, pour la partie RH. Du coup, quelle que soit la façon dont la RSE est pilotée dans votre entreprise, il y a 2 enjeux majeurs. Il y en a d'autres, mais on a voulu vous mettre en exergue 2 enjeux qui se complètent en fait et qui se nourrissent l'un de l'autre. Le premier, c'est que quand j'ai même une petite culture et des pratiques RSE dans mon entreprise, et j'insiste, là, beaucoup d'organisations en ont déjà, je peux renforcer l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs au sein de mon entreprise. Donc, c'est comment je fais le lien avec ce que nous faisons ou même les balbutiements, c'est des fois mieux que rien, et ma politique, ma stratégie de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Là, il y a une réflexion à avoir, une prise de recul pour valoriser, mettre en lumière comment l'entreprise aujourd'hui, elle se met en ordre de marche sur ces sujets-là. Je vous donne un exemple un peu classique de l'entretien de recrutement pour un RH. Dans la façon dont vous présentez l'entreprise à un nouveau candidat qui vous connaît pas forcément, on a souvent une présentation un peu normée, classique, où on dit on est une entreprise, on produit ça, tant de salariés. Voilà, il y a toujours quelques petits critères communs qu'on va entendre dans ces présentations-là. Si vous arrivez déjà dans la phase de présentation à faire un petit clin d'œil au fait que vous êtes une entreprise responsable, sans parler d'entreprise à mission, mais c'est déjà une façon de faire passer un message et de vous différencier des entreprises un petit peu classiques qui, elles, soit font mais ne le valorisent pas, soit ne font rien du tout. Donc, attractivité, fidélisation, comment j'utilise ce que l'on fait, ce que l'on veut faire pour renforcer tout ça. Premier enjeu. Deuxième enjeu, là, c'est à travers la politique RH, notre stratégie RH, notre feuille de route et nos pratiques, c'est-à-dire nos processus RH du quotidien, comment je participe à la démarche RSE en entreprise. C'est-à-dire que sur l'ensemble des processus RH, on peut les reprendre. Je vous prenais celui du recrutement. Je vais rester sur cet exemple-là. Mais comment je suis davantage responsable dans ma façon de recruter. Donc là, il est question de recrutement inclusif, par exemple. C'est un des éléments sur le recrutement. On peut aller chercher d'autres items, mais travailler sur un recrutement davantage inclusif, c'est faire de la RSE. Mais la RSE, c'est aussi faire le lien avec mon plan de développement des compétences, pour aller commencer à chercher des compétences vertes, pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur ces sujets. C'est le dialogue social. C'est quand on travaille aussi sur les questions d'équilibre vie perso, vie pro. Ça peut être du mécénat de compétences, ça peut être la prévention des risques professionnels. C'est un sujet RSE. Quand je préviens les risques professionnels et quand j'active des actions sur ce sujet-là, je contribue à la démarche RSE en entreprise. Donc, c'est aussi au niveau RH avoir ce pas de recul sur ce que l'on fait depuis des années, de façon un peu parfois routinière. Comment, en le faisant peut-être un petit peu différemment, je peux lui donner une dimension plus responsable. Est-ce qu'il y a des réactions peut-être sur ces enjeux-là ou des retours d'expérience sur vos processus RH que vous avez commencé déjà à adapter pour qu'ils aient une dimension plus responsable? Peut-être partager le témoignage d'une entreprise que vous connaissez là, qui était Suez il y a quelques années.
où le patron Bertrand Camus s'était ému de dire on est une entreprise qui se dit une entreprise de l'environnement, puisqu'il traite de l'eau et des déchets. Et pourtant, sur la partie déchets, en tout cas, et ben quand ils étaient dans des appels d'offres, leur volume d'activité était directement dépendant du volume de déchets qu'ils traitaient. Donc, il y avait côté un petit peu curieux qui disait, en fait, plus il y a de déchets, plus Suez se porte bien. Et il avait voulu changer complètement la culture de l'entreprise, à commencer par l'approche commerciale. Donc, il disait, en fait, plutôt que de s'indexer sur les tonnes de déchets contraintes, on va essayer de travailler avec les collectivités et les entreprises pour réduire des impacts environnementaux, donc changer les métriques de paiement. Sauf que ça, c'était un changement d'entreprise. Et donc, il avait sollicité la fonction RH en disant comment on peut changer une machine. Donc, c'était avant le rachat par Veolia, il devait être 100 000 à travers le monde. Et donc, les RH avaient monté tout un plan de sensibilisation qui passait par une formation obligatoire de tous les collaborateurs autour de ces thématiques. Donc, le pourquoi c'est important de changer, pourquoi c'est important d'avoir un œil sur les externalités, les impacts environnementaux, de l'eau, des déchets, du climat, de la biodiversité, et après, pourquoi l'entreprise va changer. Donc, la fonction RH avait vraiment une fonction absolument centrale dans l'évolution de la culture de l'entreprise en ligne avec la stratégie. Alors, ce qu'on vous propose pour continuer et pour clôturer un peu cette première partie de présentation du sujet, on va vous montrer ce que font deux entreprises en termes de RSE. Et on a décidé d'aller sur les deux bouts du curseur avec un très gros groupe que vous connaissez qui est L'Oréal. Donc, on va vous diffuser une vidéo promotionnelle parce que clairement, on est dans la com. Et ensuite, on va vous montrer comment une entreprise de 20 salariés sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, fait aussi bien que L'Oréal en termes de RSE. Donc, ça, c'est juste pour venir clôturer un peu nos échanges sur la démarche RSE. Et ensuite, on vous proposera avec Frédéric 5 leviers d'action pour vous, fonction RH et dirigeants. Je vous partage la vidéo. Si vous n'avez pas le son, vous me faites signe. D'accord. Moins de 10 ans. D'après les scientifiques, c'est le temps qu'il nous reste pour réduire nos émissions carbone de moitié. C'est très peu de temps pour un changement aussi important. En tant que leader mondial de la beauté, L'Oréal Paris poursuit son engagement pour protéger notre planète. Nous nous engageons à diviser par 2 nos émissions de CO2 d'ici 2030. Mais sans action concrète, les mots ne valent rien. Voilà pourquoi, d'ici 2030, 100% du plastique que nous utiliserons sera recyclé et recyclable. 100% de nos pots en verre seront allégés et contiendront du verre recyclé. 100% de nos emballages en carton seront issus de forêts gérées durablement. 100% de nos ingrédients d'origine naturelle seront issus de sources durables. 100% de nos usines seront neutres en carbone. Mais nous allons plus loin encore. Parce que les femmes en situation de précarité sont souvent les premières victimes du changement climatique, nous investissons 10 millions d'euros supplémentaires dans différents projets environnementaux. Amorcer un vrai changement mené par les femmes et dont bénéficieront directement les communautés féminines engagées. Contribuer dès aujourd'hui à garantir un avenir pour notre planète, protéger et inspirer les femmes de demain. L'Oréal pour le futur. Parce que notre planète le vaut bien. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir la vidéo. Il y a une petite réaction. J'ai une main levée. Oui, mais Société Curia, nous, on n'a pas vu la vidéo. Et on a un écran blanc, là, donc voilà. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas. Et les autres personnes, vous avez pu la voir? On l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Et tout le monde l'a vu, autrement? Oui, moi, je l'ai vu, en tous les cas. Valérie. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Bon, il y a que c'est nous. bon. Bon, on te l'enverra si on... Ouais. Sylvie. Merci. Désolée. Alors, je ne sais pas si vous avez des réactions sur cette vidéo. Frédéric, je sais que tu en as. Ouais, donc petite dans mon rôle, petite réaction sur cette vidéo. Donc là, on est sur une vidéo de L'Oréal Paris, qui est la marque des produits grand public du groupe L'Oréal. Donc dedans, vous avez donc c'est une des marques du groupe L'Oréal.
Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a des petits écueils dans lesquels ils sont tombés. Alors, il y a quelques années, aujourd'hui, L'Oréal ne fait pas ça. Et par ailleurs, L'Oréal fait des choses très, très bien. Et notamment, a été un des pionniers de la mesure de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie des produits. Comment c'est à comprendre sur tout le cycle de vie les externalités de ces produits. Mais je repère 2 erreurs qu'il ne faut vraiment pas faire ou plus faire. La première, c'est que pour celles parmi vous qui n'ont pas vu les images, vous avez entendu, c'était le texte, nous, on s'engage à réduire de 50% nos émissions de CO2 d'ici à 2030. Mais ceux qui avaient l'image pouvaient peut-être voir en petite ligne par produit fini. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que 50%, si on s'arrête à ça, ça veut dire que l'entreprise a divisé par 2 ses émissions de CO2. Et si on applique un ratio par produit fini sans dire quelle est la croissance qu'on envisage, en fait, ça veut probablement dire qu'ils vont augmenter les émissions de CO2. Donc, c'est typiquement le genre de choses que je recommande de ne pas faire. Parce que si on donne un message et que dans les petites lignes, en fait, on dit que c'est le contraire du message qu'on donne, il y a tromperie. Et le deuxième, c'est l'usine neutre en carbone. Donc ça n'existe pas. Pendant longtemps, il y a une bataille sur la compensation. La compensation, c'est très bien, il faut en faire, ça permet d'alimenter financièrement des gens qui vont faire de la reforestation et de la forestation, mais ça ne permet pas de se qualifier neutre en carbone. Ça aussi, on estime que c'est une tromperie. Une usine ne peut pas être neutre en carbone, il y a des émissions associées, c'est normal au fait qu'une usine tourne. Donc aujourd'hui, c'est des termes qu'on évite absolument dans les communications. D'accord. Pour vous montrer un exemple totalement différent, s'il n'y a pas de réaction, on voulait vous montrer une entreprise de 20 salariés en Bretagne, l'entreprise Pouliquin, qui est une entreprise qui, entre autres, produit des échalotes et d'autres légumes. Je vous présente très rapidement tout ce qu'ils peuvent faire dans leur démarche RSE, qui va sur le volet écologique, mais aussi sociétal et social. Donc, on est sur une entreprise qui commence à travailler sur une gamme de légumes biologiques, qui n'était pas la genèse. Au début, c'était pas leur mode de production. Ils ont aussi travaillé la RSE sur la partie achat responsable. Alors, c'est vrai que le volet achat dans une entreprise, c'est souvent là où on va avoir beaucoup d'impact. Donc, très intéressant de s'attaquer au sujet des achats quand on veut travailler la RSE. Ils ont aussi mis en place une politique de dons alimentaires au Resto du Cœur et elle n'est pas négligeable, où ils donnent des échalotes et des oignons tous les mois à l'association. Donc là, c'est plutôt l'engagement sociétal qui est valorisé. Ils ont aussi retravaillé sur leur emballage pour que leur emballage soit compostable et donc essayer de diminuer l'impact de ce qu'ils produisent. Voilà, ils ont aussi travaillé, ils parlent du télétravail, du covoiturage. Ça vient pénétrer l'ensemble de leur processus. Ils ont un petit label pour valoriser tout ça. Mais c'est pour vous montrer en fait que quelle que soit la taille et le secteur d'activité, on peut tous faire quelque chose sur ce volet-là. Et plus c'est transversal, mieux c'est. Alors, fonction RH, nous, on a identifié, il y a plusieurs leviers. On va vous présenter 5 leviers qui nous paraissent importants aujourd'hui pour vous positionner et puis faire le lien entre la démarche RSE et le quotidien RH. Le premier levier, c'est d'accompagner l'évolution des métiers. Accompagner l'évolution des métiers, c'est que si on veut acculturer et mettre en place un changement de procédé, il va falloir avoir de nouvelles compétences. Donc, soit c'est acquérir de nouvelles compétences, on parle de compétences vertes dans le processus de recrutement, soit c'est faire évoluer les compétences, aller chercher de nouvelles compétences parmi les personnes que vous avez aujourd'hui dans vos effectifs. Il y a plusieurs façons de faire. Mais en tout cas, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est un outil clé qu'il faut venir faire évoluer au regard de votre démarche RSE. Donc, il y a soit la stratégie et la gouvernance qui a vraiment une feuille de route ciblée et qui vous donne un cadre qui va vous permettre de travailler sur l'évolution des métiers par rapport à la stratégie. Il y a aussi les évolutions, on va dire, un peu du secteur. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus macro. Qui propose des scénarios, des évolutions à venir et qui vont vous donner des indications sur les évolutions à accompagner. Donc là, en l'occurrence, on vous a mis, alors c'est pas votre secteur d'activité, mais on vous a mis une évolution du besoin de main-d'œuvre après
décarbonation de certains secteurs. Je crois que vous n'y êtes pas. Ces scénarios, ils sont récurrents, on en voit de plus en plus. Bien sûr, c'est compliqué de faire le lien avec son entreprise et vraiment son activité, son territoire, mais ça peut commencer à donner des tendances. Et ça, il faut s'y connecter, pouvoir anticiper l'évolution des métiers et des compétences. Sur le Shift Project, Frédéric, tu voulais peut-être commenter? Ouais, avec plaisir. Ouais, donc ce que vous voyez ici, c'est issu d'un très gros travail qu'a fait un think tank qui s'appelle The Shift Project. Peut-être certains d'entre vous connaissent ça. Et un petit livre est sorti, il est disponible en librairie, qui s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Alors, c'est pas du tout technique, c'est fait pour le grand public. C'est un petit livre qui doit faire 60 pages ou 70 pages. Et le travail qu'ils ont fait, c'est de prendre le problème un peu à l'envers, qui est si je prends comme donnée d'entrée l'économie telle qu'elle est, l'économie réelle telle qu'elle est aujourd'hui, et en objectif la réduction des externalités telles que l'impose la science, donc à la fois beaucoup sur le climat, les ressources, la biodiversité, mais surtout sur le climat, est-ce qu'il y a une économie qui est possible? Donc une économie bas carbone. Et donc il propose un scénario, il y en a plein d'autres évidemment possibles, mais l'intérêt de la démonstration, c'est de montrer que ça se transforme et que c'est possible et qu'on a bien une évolution possible pas à pas vers une économie zéro carbone, comme on doit l'être en France et en Europe en 2050. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, ces chiffres, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que dans leur scénario, il y a une évolution des emplois, où il y a des emplois qui doivent disparaître parce qu'il y a des activités qui ne seront plus pertinentes dans cette évolution, et d'autre côté, plein de nouvelles filières et de nouveaux emplois à créer. Et donc, je trouve que lire ça, c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de vous poser cette question de « et moi, et mon entreprise, et mon rôle, et mon métier, à quoi il ressemble dans cette évolution ?» Et je rappelle que l'Europe a créé un plan qui s'appelle Fit for 55, qui dit qu'on doit réduire de 55% nos émissions carbone à l'échelle européenne entre 1990 et 2030, c'est dans pas longtemps, et que cette réduction, elle a été cascadée dans les lois de l'ensemble des pays. Donc en France, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Alors je ne sais pas si on va y arriver, on est encore loin du compte, et ça veut dire que ça va quand même secouer très très fort et que c'est intéressant de s'acculturer sur ces thématiques. Donc, dans les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, il y avait l'exemple du DAF qui, moi, je trouve, est parlant parce que dans beaucoup d'entreprises, on a des directeurs administratifs et financiers ou des responsables financiers qui, aujourd'hui, sont pas en capacité d'aller sur les exigences à venir et sur le calcul d'indicateurs spécifiques. Donc, voilà, comment on accompagne notre responsable financier sur ces sujets-là. Dans l'accompagnement de l'évolution des métiers, c'est aussi parfois venir... Ah, pardon, je suis partie en arrière. C'est aussi parfois venir donner plus de sens à certains métiers et créer ce qu'on appelle des jobs à impact. Alors, je vous livre l'échange que j'ai eu avec une des collaboratrices de Frédéric quand on a préparé ce sujet. On parlait par exemple du responsable achat qui, pendant des années, au niveau RH, certains cabinets de recrutement nous disaient on n'arrive pas à trouver quelqu'un sur le poste de responsable achat. On voit aujourd'hui que le responsable achat, quand l'entreprise lui donne des missions justement en lien avec la RSE, ça devient un job un peu plus impactant et il y a un peu plus de regain avec des jeunes générations qui se positionnent dessus. Donc, parfois, voilà, ça peut rendre le poste aussi un peu plus intéressant, un peu plus attractif. Et la collaboratrice de Frédéric me disait, mais si, en fait, c'est pas certains postes qui vont devoir devenir des jobs à impact. C'est comment les RH vont aider à faire en sorte que l'ensemble des postes dans une entreprise deviennent des postes à impact. C'est-à-dire comment on va venir retravailler la définition, les missions, pour justement pouvoir accompagner cette transformation-là. Et pour poursuivre sur l'accompagnement de l'évolution des métiers, qui dit métier dit risque professionnel, donc on va venir agrémenter certains postes de nouvelles compétences, on va aller acquérir de nouveaux métiers dans nos équipes, et donc ça va venir faire évoluer les risques professionnels de ces personnes. Donc comment on actualise notre cartographie des risques et comment on met en place de nouveaux moyens de prévenir les risques professionnels face à l'évolution des compétences et des métiers, d'une part, mais aussi face à un environnement climatique qui va évoluer et qui va faire que des métiers dont on ne change ni les compétences, ni les tâches, ni les activités vont devoir aussi être mieux accompagnés en prévention des risques parce qu'ils vont faire face à de nouveaux risques. Frédéric, sur les métiers
Ouais, qui sont exposés absolument. aujourd'hui aux fortes chaleurs. Alors, c'est un sujet majeur. Donc, en France, ça va être un sujet de plus en plus important. Donc là, vous avez un exemple là de ce reportage qui se pose ces questions-là. Ça peut être évidemment pire dans d'autres pays. Plus généralement, il y a une question de est-ce qu'on est bien conscient de notre propre vulnérabilité en tant qu'organisation et est-ce qu'on s'est posé la question de l'évolution dans le temps des sujets. Alors, pour dépasser un peu les RH, pour pas le citer, il y a 2 ans, le directeur général de Zodiac, hein, vous savez, qui ne fait plus que des Zodiac, d'ailleurs ils n'en font plus, mais qui fait surtout des sièges d'avion et des équipements à l'intérieur des avions, s'était ému du fait que 2 usines avaient dû interrompre leur activité le même mois, donc une en France à la Teste-Buche à cause des feux, des incendies en Gironde qu'on a eu il y a 3 ans, j'habite en Gironde, et l'autre était en Chine à cause de restrictions d'eau dues à une sécheresse exceptionnelle. Donc il disait, ils n'ont quand même pas de chance, j'ai eu les 2 en même temps. Et en fait, la remarque n'était pas pertinente parce que c'est pas de chance en fait, c'est il aurait fallu suffire d'aller regarder l'évolution des risques d'incendie dans un cas, de sécheresse dans l'autre, pour voir qu'ils étaient multipliés par plusieurs facteurs à cause du changement climatique. Et donc, les probabilités d'occurrence au même moment, c'est-à-dire qu'on est dans l'hémisphère nord pendant les saisons d'été, de plus en plus importantes. Et donc, j'engage les entreprises et les organisations à faire des analyses comme ça de vulnérabilité en projetant l'évolution connue pour les prochaines années, notamment du climat, pour voir ce que ça évoque. Pour les RH, ça pose d'autres questions. C'est est-ce qu'on se préoccupe de l'évolution, du bien-être, mais peut-être parfois simplement de la capacité de travail des employés sans attendre que ça devienne un problème, donc un vrai problème social ou un accident du travail dans lequel la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. Est-ce qu'il y a des réactions déjà sur l'évolution des métiers par les fonctions RH dans le cadre de votre démarche RSE? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Peut-être sur les risques professionnels, non? Est-ce que c'est des sujets que vous voyez bouger? Oui. J'ai l'impression que, effectivement, quand on en est quand même encore, a priori, comme certains disent, au balbutiement, ce type de réflexion et d'appropriation, je dirais peut-être dans une dimension plus globale et plus large, c'est une deuxième étape, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Effectivement, si de toute façon, il n'y a pas l'engagement de la gouvernance, c'est compliqué. Parce que Alors, ça fait le lien avec la suite, Catherine, c'est parfait. Et c'est vrai que là, les RH ont un rôle important parce qu'effectivement, ils peuvent peut-être initier déjà dans leur service, puisque ça, c'est à leurs mains. Mais encore faut-il avoir tous les éléments parce que, effectivement, faire une analyse de la vulnérabilité, il faut avoir aussi accès, je pense aussi à un certain nombre de données, d'éléments et qu'on n'a pas forcément. Serge? Oui, c'était par rapport à ce que vous évoquiez sur notamment l'image, et là c'est un rapport avec le monde du BTP. Je suis un ancien de l'OPP BTP et effectivement la démarche de prévention, elle est aussi liée à soit une prise de conscience, soit la réglementation. Et la réglementation, on s'en rend compte, elle-même, elle ne vient pas jusqu'à aller donner des températures acceptables de travail. Et en fait, on est tout le temps sur des mesures même plutôt que provisoires, hein, parce que par exemple, on attend qu'il y ait les périodes de forte canicule pour déclencher une action, pour à ce moment-là se poser la question de est-ce qu'on peut faire des horaires décalés. Donc la démarche, en fait, effectivement, hein, elle doit être d'abord de l'entreprise de dire, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est bien effectivement les risques professionnels dans la globalité. Et donc prenons le sujet, n'attendons pas systématiquement que la réglementation vienne donner une limite pour dire qu'est-ce qui est acceptable. Enfin, on a des grands groupes qui sont mis à mettre des protections manches longues pour éviter les risques des UV sur les personnels travaillant au bord des routes, etc. Il y a l'équilibre. Est-ce que je protège des UV? Est-ce que j'ai trop chaud? Etc. Et tout ça, c'est vraiment une démarche qui nécessite effectivement une vision globale parce que la qualité de vie au travail,
c'est aussi se poser la question de l'attractivité ou en tout cas de rester dans l'entreprise suivant la pénibilité. Et les facteurs de pénibilité aussi ont quasiment disparu, quoi. Donc, enfin, tout est lié, hein, Mais voilà, je dis n'attendons pas longtemps, tout le temps, systématiquement, que la réglementation le fasse, quoi. Voilà. Je pense que les entreprises qui sont en avant, c'est celles qui n'attendent pas que la réglementation fixe le cadre, quoi. Merci Serge. Alors pour faire le lien avec votre retour, Serge, et celui de Catherine, en effet, quand vous êtes RH et que vous sentez que vous avez besoin de commencer à travailler ces sujets-là, qui sont en plus des sujets qu'on travaille avec un pas de recul, donc il faut sortir un peu de la routine quotidienne et c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours aussi les personnes pour nous accompagner et le faire. Si vous sentez que vous êtes un peu seul, vous pouvez aller sur le deuxième levier que nous vous proposons aujourd'hui et que vous pouvez actionner en tant que RH. C'est celui... ah non, c'était celui de la sensibilisation. Alors, je vais aller sur la sensibilisation et je reviendrai en arrière après. Voilà, de la sensibilisation pour faire en sorte que vous ne soyez pas seul face au projet. Alors, je vais laisser un peu l'expert du sujet parler, Frédéric, mais à quoi servent ces ateliers de sensibilisation et pourquoi c'est important d'y aller aujourd'hui? Avec plaisir. Bah, peut-être petite question, là, levez la main. Est-ce que des personnes parmi vous ont déjà assisté à une fresque du climat? Serge, oui, c'est tout. Ok. Donc la fresque du climat, c'est un atelier qui dure 3 heures, 3h30 pour. Et ADAC aussi? Non, j'entends pas Serge. Non, Ouais. non, juste une petite anecdote, Frédéric, par rapport à tout à l'heure. Dans la fresque du climat, on nous avait raconté justement, c'était dans nos premières actions, de dire il faut arrêter de mettre les webcams pendant les visios parce que ça représente 90% de l'impact environnemental d'une réunion. Mais bon, bref, c'était la blague comme ça. Absolument. Bah, bravo pour ça, Serge. Et j'assume dans les webinaires et les séminaires que je fais de l'activer en disant bah, quand on parle d'environnement, c'est le moment d'aller regarder et de pouvoir se voir. Mais l'information est tout à fait correcte. C'est vrai que c'est le flux vidéo qui va consommer de l'énergie et donc du carbone. Donc la fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation, ça dure 3 heures et ça permet de manière interactive, en suscitant de l'intelligence collective, non pas pour les gens de recevoir une présentation sur le climat, mais de construire en fait la compréhension d'un système complexe qui est ce système climatique avec les enchaînements de l'ensemble des phénomènes de cause à conséquence. Et donc, ça a eu énormément de succès. On avait créé l'association fin 2018. Aujourd'hui, c'est près de 2 millions de personnes qui sont passées par l'atelier. C'est à peu près la moitié en France, le reste dans les autres pays. Et pourquoi ça a eu succès? Parce que c'est un moyen ludique, mais très rigoureux scientifiquement, d'aller commencer à faire porter ce sujet dans une communauté, alors une entreprise, mais pas que. On fait ça aussi à l'échelle politique, dans les collectivités, dans les ministères, dans les associations, évidemment, les collèges, les lycées, les universités. Donc, je vous engage vraiment à regarder ça. Ça peut être un très bon moyen d'aller juste apporter cette conversation et faire en sorte que le sujet climat soit une conversation d'entreprise. Puis il y a des entreprises qui rendent ça comme une formation obligatoire, d'autres qui le mettent à disposition de leurs collaborateurs pour ceux et celles qui le souhaitent. Et puis on a proposé de mettre un autre atelier en avant qui s'appelle les ateliers de l'adaptation au changement climatique, parce que la fresque du climat se préoccupe beaucoup de c'est quoi et quelle est la cause, donc les émissions de gaz à effet de serre et donc comment on peut réduire ces émissions. Il y a un autre sujet qui est tout aussi important, c'est comment on doit s'adapter, j'en ai parlé un petit peu avant, en quoi on est exposé et quelles sont nos vulnérabilités. Et on se rend compte souvent que, vous savez comment on gère les risques, hein, quand on a été confronté à un événement, on est échaudé et donc à l'avenir, on étudie avec attention l'évolution de ce risque, mais tant qu'on n'y a pas été confronté, c'est un peu compliqué de se projeter. Donc c'est souvent le cas qu'on est moins exposé, et vous le disiez Catherine, il y a une question de quelle est la bande passante que je peux accorder sur ces sujets-là. Donc les ateliers de l'adaptation, c'est en moyen, en 3 heures, de manière ludique, interactive, de s'acculturer sur c'est quoi ces sujets et donc est-ce que j'ai envie d'aller y passer du temps ou pas, en fonction de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis, quelle est mon activité, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'écosystème qui s'en occupent et donc je n'ai pas besoin d'en occuper ou pas. Voilà, c'est 2 exemples d'ateliers, il y en a plein d'autres qui sont aussi très très bien. Mais si vous posez cette question, comment acculturer, comment changer la culture sur ces thématiques, allez regarder ces ateliers, ils sont très bien.
Au-delà de ces ateliers, il y a aussi des formations gratuites aujourd'hui, hein. Donc, on peut être force de proposition si vous avez besoin avec des petits modules en ligne pour vous, pour vos collaborateurs. Et puis, il n'y a pas que de la formation pour de la sensibilisation sur tout ce qui touche aux thématiques écologiques. Mais là, je vous ai mis l'exemple d'agir contre le sexisme, par exemple, et les violences sexuelles en entreprise. On sort du domaine environnemental pour aller dans le domaine plutôt social et sociétal. Mais le RH, il a quand même la main sur le plan de développement des compétences, sur les plans de formation et de sensibilisation. Et c'est aussi à travers ces actions-là, de ces temps de sensibilisation et de formation, qu'on vient changer la culture dans une entreprise et qu'on vient avancer sur des sujets. Donc ça, c'est un levier aujourd'hui RH. On a tous une façon de recueillir les besoins de formation, de mettre en place et d'élaborer son plan de développement. Encore une fois, comment vous pouvez le raccrocher au sujet RSE pour faire avancer la culture et agiter la réflexion en interne. Je reviens en arrière parce qu'il y a un deuxième levier qui est très très important pour les fonctions RH que vous pouvez activer et pour vous dirigeants aussi, c'est responsabiliser vos collaborateurs. On a beaucoup parlé de gouvernance, on a beaucoup parlé de fonctions support ou de responsables RH, DAF, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans vos entreprises, vos collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de la démarche RSE. Ce sont des parties prenantes. Et puis, je vous l'ai dit, ils sont très sensibilisés à ces sujets-là, pas tous, mais de plus en plus de personnes le sont en tout cas. Et donc, de se poser la question, mais quelles sont les préoccupations environnementales et sociales, voire sociétales de vos salariés? C'est une question que nous, on pose beaucoup en atelier, en présentiel, quand on se déplace. Et on voit en fait qu'on est face à des dirigeants et des salariés, on leur dit, bon, à 5 minutes, mettez-nous sur une feuille blanche, quelles sont les préoccupations de vos collaborateurs sur ces thématiques-là. Et en fait, on nous dit, bah, je sais pas. Je sais pas forcément les sujets sur lesquels on parle, on n'a pas ouvert le débat dessus. Et c'est dommage parce que, en fait, en termes de sensibilisation et de dynamique, il y a vraiment un moteur au sein de vos équipes. Donc là, on vous donne quatre idées, mais il y en a bien plus pour responsabiliser vos collaborateurs. Celui déjà d'ouvrir un espace d'échange entre salariés pour qu'ils puissent partager leurs actions responsables extra-professionnelles, parfois leurs engagements associatifs. Des fois, ça permet à des salariés de monter un collectif, de faire quelque chose avec les collègues de l'entreprise ou avec la direction de l'entreprise. Je vous cite juste l'exemple de quelques entreprises qui aujourd'hui se sont intéressées à ces engagements-là, les engagements extra-pro de leurs salariés, et qui les soutiennent en finançant par exemple du temps de bénévolat que Ludivine pouvait faire le soir après son travail. Elle passait 2 heures dans telle association. L'entreprise rémunère ces 2 heures-là, elle le considère comme du temps de travail. Bon, ça reste des exemples, mais c'est pour venir vous illustrer ce qui peut se passer dans certains milieux. Autre levier, c'est d'évaluer la perception de vos collaborateurs sur vos pratiques RSE et vos initiatives en entreprise pour voir s'ils sont sensibles à ce que vous faites, s'ils le comprennent, s'ils ont des remarques, des idées, des propositions. Faire évaluer l'impact de sa démarche RSE par ses salariés et par ses parties prenantes, c'est aujourd'hui ce que préconisent même certains labels qui viennent auditer, notamment le label Rate to Company, qui développe une approche d'évaluation de la démarche RSE par les parties prenantes dans les collaborateurs. Donc ça, c'est très intéressant. Catherine l'a dit tout à l'heure, on peut impliquer les salariés dans les membres du RSE. Alors, les membres du RSE, ça devient réglementaire, mais on peut aussi impliquer nos salariés sur ces sujets-là en leur présentant les études d'impact que vous pouvez mener si vous en menez. Quand vous faites un bilan carbone, c'est aussi des éléments que l'on peut venir partager pour leur expliquer comment l'entreprise, quelles sont les conséquences de l'activité de votre entreprise sur la partie environnementale, sur la partie économique, sur la partie sociale et sociétale, et voir aussi ce qu'ils en pensent. Donc voilà, de partager ces sujets-là, de ne pas les laisser au niveau d'un CODIR, d'un comité RSE ou d'un chef de projet. Et puis enfin, pour moi, c'est une des pistes les plus intéressantes, et on vous en a parlé, mais c'est d'intégrer des critères RSE dans vos processus RH. Je ne sais pas comment vous faites vos recrutements et si vous avez toujours le choix entre candidats, mais parfois, quand on ne sait pas comment choisir entre 2 candidats de qualité sur un poste, peut-être que de mettre un critère sur la sensibilité ou les compétences du candidat sur la démarche RSE, ça va permettre de recruter quelqu'un qui est sensibilisé et qui va pouvoir aussi soutenir l'acculturation d'entreprise. C'est parfois aussi mettre des critères RSE, des éléments
dans l'évaluation des salariés pour les motiver, pour les responsabiliser, pour valoriser leur engagement responsable au sein de l'entreprise. Donc ça, nous, on le voit de plus en plus dans les entreprises où on voit que ces sujets d'engagement, de responsabilité viennent certes prendre une place dans les rapports extra-financiers, mais aussi dans les documents RH et d'échange et de dialogue avec le collaborateur. Peut-être un petit point sur les collectifs, là, le premier sujet. Vous en êtes probablement conscient, mais dans toutes les organisations, vous avez des gens qui sont sensibles, voire extrêmement sensibles à ces sujets-là, et qui, dans un premier temps, ne voient pas vraiment le rapport avec leur activité professionnelle. Donc déjà, le fait de parler de ces sujets et de proposer des espaces pour en parler, vous allez augmenter l'attractivité de la marque employeur pour ces personnes-là. Et les collectifs.eco, c'est une initiative, donc c'est associative, qui réunit en fait l'ensemble de salariés d'entreprises qui ont envie ou font des choses sur ces thématiques. Et je trouve que c'est vraiment bien de promouvoir ce genre de sujet parce que ça permet aux gens d'échanger entre secteurs différents, entre organisations différentes sur des sujets d'intérêt et d'importance. Et je trouve que dans un rôle de RH, en effet, ça ne coûte pas grand-chose d'aller promouvoir ça, mais ça va vous permettre de rendre réelle la préoccupation de ces sujets dans l'espace du temps des collaborateurs. Alors, j'avance. On a 2 derniers petits leviers. On arrive à la fin de notre échange, mais on voulait vous parler de 2 autres leviers. Quand on est dirigeant, quand on est sur des fonctions RH, on est sensible au plan d'action, à la feuille de route. Donc, notre proposition et ce qu'on voulait vous inviter à réfléchir, c'est comment ces sujets RSE viennent s'implémenter dans vos feuilles de route et vos plans d'action, avec quelques petites préconisations quand même. C'est quand on est au balbutiement, et puis même quand on n'est pas au balbutiement, c'est de refaire des états des lieux, des analyses de risque pour savoir où vous vous situez. De questionner les enjeux parce que le sujet, il est large et parfois il fait un petit peu peur et on ne peut pas aller sur tout. Donc, il y a toujours un temps où il faut s'interroger sur les enjeux, sur quoi nous, notre entreprise et nos équipes vont s'engager, d'aller travailler sur un plan et une feuille de route plutôt systémique qui fait le lien, on l'a vu, avec l'ensemble des domaines de l'entreprise et pas faire quelque chose de cloisonné, d'aller sur un plan et un schéma progressif avec certes des éléments qu'on peut venir valoriser à court terme, mais quand on parle de ce type de démarche, on est quand même sur un espace-temps long, donc d'avoir une démarche très très progressiste. Avec, et ça c'est capital, des indicateurs de mesure. On a parlé d'impact dès le début de l'atelier, mais on ne peut pas avoir de plan d'action sans venir mesurer ce que l'on a mis en place. Donc, ça va être des indicateurs de résultats, des études d'impact qui viennent nous montrer l'évolution de nos actions, voire de nos transformations quand on est sur, pas un plan d'action, mais vraiment un plan de transformation qui nous a amené à nous interroger sur toute notre chaîne de valeur. Frédéric, je sais que tu accompagnes beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux juste peut-être faire la différence entre plan d'action et le gros plan de transformation que le questionnement RSE peut engager? Ouais, donc peut-être juste sur celui d'avant, il est tout à fait normal quand on est une structure et qui est, on va dire, dans un état amont de ces sujets, de se dire, oh là là, mais attends, moi, j'ai pas du tout l'espace pour le faire, ni les ressources pour le faire. Et c'est assez normal. Donc, déjà, quelques éclairages sur les sujets dont je suis proche, donc notamment le climat et l'environnement. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont proposés sur ces sujets. Donc déjà, il existe des financements. Mais en effet, la vraie question, c'est quel est l'espace de temps de mes ressources, de mes collaborateurs que je veux faire. Et on va revenir au sujet qu'on disait avant, c'est-à-dire que si on est dans une optique de bon, je vais faire ça un petit peu à côté de ce que je fais ailleurs, on n'aura pas les moyens de faire un sujet sérieux, un plan d'action qui est sérieux dans l'ordre de la transformation de l'entreprise. Et je pense qu'il y a un bon moment pour le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer là-dedans si on n'est pas prêt à mettre des ressources, c'est-à-dire qu'il y a un séquençage, et au début, on va faire peut-être juste un peu de sensibilisation, de communication, de formation, quelques actions un peu coup de poing, mais pas quelque chose qui va être exhaustif.
Après, ce que je vois, c'est des organisations qui, au contraire, vont dire, bah, en fait, ce sujet doit driver ma stratégie d'entreprise et les opérations à venir. Donc, ça va devenir en fait un fondamental, c'est un pilier de la construction de ce qu'est l'entreprise. Et c'est là où bah, la gouvernance va dégager du temps, où on va avoir des comités de direction, quand ils sont plusieurs dans un comité de direction, qui vont accepter de passer du temps. Et ça commence toujours par cet état de lieu, c'est-à-dire ben, on ne change pas quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Donc mesurer, alors, il y a plein de normes, plein de moyens de mesurer, ça dépend de quoi on parle, mais avant de savoir où on va, ben, savoir quelle est la mesure. Et donc sur le deuxième sujet, ben, la chaîne de valeur, pour moi c'est l'autre côté donc, du niveau de maturité, où j'ai accompagné des entreprises qui ont fait des bilans carbone, qui ont essayé d'avoir des plans de transformation. Et puis, au bout d'un moment, on arrive en fait en butée. Et nécessairement, parce qu'une entreprise a toujours un plan de croissance, et qu'on le veuille ou non, bah, plus on a de la croissance, plus il y a des flux physiques et plus il y a des externalités. Et donc, c'est là où on arrive à un tout nouveau pan de réflexion, qui est la réflexion du modèle d'affaires, qui est, OK, bah, je comprends que si je veux continuer à progresser, il va falloir que je commence à innover dans le modèle d'affaires. Et vous avez des gens qui réfléchissent complètement à ça. Alors, des PME, moi, j'avais accompagné une petite entreprise qui était dans le cloud. Vous savez, ils proposaient aux entreprises d'externaliser l'hébergement des serveurs informatiques et de les opérer. Bon. Et puis le dirigeant qui prend connaissance des enjeux climatiques, il se prend en fait une claque dans une conférence de Valérie Cabane, si vous connaissez la personne, ça marche plutôt bien, se dit bah, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise. Et donc on l'a accompagné à réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Et en fait, il n'a pas changé beaucoup de choses. Ce qu'il a fait, c'est quand il reçoit un appel d'offres sur les mêmes sujets, il dit aux entreprises, ben, moi, ce que je vais faire, c'est un bilan carbone de votre système informatique. Et ma promesse de valeur, c'est de réduire l'impact carbone dans une nouvelle solution. Et donc, il étudie, il a développé ses propres métriques et outils pour pouvoir faire ça. Et donc, tout d'un coup, l'offre de valeur, maintenant, c'est entre avant et après mon intervention, vous avez mécaniquement réduit votre empreinte carbone. Et tout d'un coup, vous avez une entreprise qui, à chaque fois qu'elle augmentait son chiffre d'affaires, bah, elle faisait plus de serveurs informatiques, plus de carbone, plus d'énergie. Bah, maintenant, à chaque fois qu'elle intervient, en fait, mécaniquement, parce qu'elle s'est posé la question par ce prisme-là, en fait, elle réduit au global les émissions. Et au final, on a toujours des gens chez eux qui savent mettre en place des serveurs informatiques et opérer des serveurs informatiques. Donc, la transformation n'était pas fondamentale. Et pour des plus grosses entreprises, je vous engage à regarder par exemple des gens comme Nexans, donc ex-Alcatel Câble, qui font des câbles sous-marins pour de transport d'électricité moyenne haute tension, câbles de télécommunication, câbles dans les voitures, dans les avions. Christopher Guérin, il y a 4 ans en arrivant, s'est dit bah, je vais mettre en place un plan de décroissance. Alors, pas de décroissance économique, hein, on s'entend, il y a toujours une croissance économique de l'activité promise aux investisseurs, mais décroissance des flux. Et il a monté toute une stratégie basée sur l'idée de on va vendre de moins en moins et on va vendre plus cher. Et on pense que c'est pérenne parce qu'il y a une pénurie du cuivre dans le monde dans lequel on vit. Donc il faut s'assurer de savoir où est-ce qu'on met du cuivre. Et donc aujourd'hui, il y a une stratégie qui consiste à sélectionner les clients sur des critères. Un, leur capacité à payer. Deux, leur pertinence dans un monde en contraction de ressources et d'énergie. Et donc, il sélectionne les clients comme ça. Et depuis la mise en place de sa stratégie, l'action de Nexans a pris 20%. Comme quoi les actionnaires sont sensibles à ce type de réflexion sur la chaîne de valeur. Voilà, donc ça, c'est vraiment au bout de la réflexion. Il ne faut pas commencer par là. C'est quand on est mûr sur la réduction d'impact et qu'on se dit j'ai envie d'aller un cran plus loin et d'être capable de prendre des risques. Alors, ça nous amène au dernier levier qu'on voulait vous présenter. Quand on est dans la fonction RH, on peut aussi parfois soutenir et amener un peu plus d'innovation, en tout cas une culture de l'innovation dans les entreprises. Vous avez compris qu'avec Frédéric, on soutenait la démarche RSE quand elle est plutôt souhaitée, volontaire, avec des parties prenantes qui s'y engagent, et plutôt que celle qui va se conformer à un référentiel ou à une norme. Et donc, quand on prend plutôt la tangente de se dire, essayons de prendre du recul sur notre stratégie, nos processus, nos façons de faire, et ben là, il n'y a pas toujours un mode opératoire pour faire mieux et pour faire quelque chose de responsable. Donc, pour ça, il faut prendre du recul
recul, se poser parfois à plusieurs avec les parties prenantes internes et externes et échanger. Pour ça, il faut avoir une culture du dialogue, une culture de l'innovation. Et ça, c'est pas toujours aussi quelque chose que l'on a dans nos entreprises, que ce soit les petites, les moyennes et les plus grosses entreprises. Donc, c'est comment, en tant que fonction RH, j'essaye d'amener, alors ça peut être avec différents outils, mais une façon de dialoguer et de réfléchir, et comment j'invite l'ensemble des parties prenantes à avoir ce pas de côté. Ça permet de trouver des solutions. À des problèmes que l'on doit anticiper, on a parlé d'anticipation tout à l'heure, à des problèmes que l'on commence à voir émerger et surtout à permettre d'apporter une réponse qui n'a jamais été apportée jusqu'à présent. Donc c'est ça aussi l'innovation, c'est proposer des éléments, des façons de faire qui sont nouvelles dans vos organisations. Voilà pour les 5 leviers qu'on voulait valoriser et qui nous paraissent importants aujourd'hui pour des fonctions RH de saisir. Très bien, merci. Y a-t-il des réactions? Alors, pour la branche, on a un outil, la branche s'est engagée dans la RSE depuis longtemps. À l'époque, c'était l'engagement de progrès. Maintenant, c'est le responsible care. Et la branche a développé un outil qui s'appelle le Web Tool, qui est en fait un outil d'auto-évaluation qui permet aux entreprises à travers cet outil, de faire un état des lieux par rapport à la RSE sur différents domaines et après, à fonction de cet état des lieux, de voir un peu le plan d'action qu'ils peuvent mettre en place. Renaud, vous l'avez fait à votre échelle? Oui, je l'ai fait. Ce sera cette année ma 3e année. Effectivement, que j'utilise l'outil. Je l'avais utilisé tout seul la première année, puis je m'étais fait accompagner par France Chimie. En fait, on l'avait fait à 2, puisque j'avais 100% de bonnes réponses en le faisant tout seul. J'étais très content. Donc, je m'étais dit quand même, sois un tout petit peu honnête et prends une vision extérieure. Et effectivement, la première année, ça nous a permis de mettre en place, de faire ce fameux état des lieux dont vous parliez tout à l'heure, et de commencer à mettre en place un plan d'action, alors à notre niveau, à notre échelle, avec nos moyens, je vous rappelle, 10 personnes, petite société, pour avancer sur les différents sujets, y compris les sujets de développement durable qui a à la fin. Voilà, et donc ça nous a permis en 3 ans de faire un certain nombre de choses vis-à-vis de nos fournisseurs, mais aussi en interne. On parlait tout à l'heure de bien-être des salariés. On est passé depuis le 1er janvier à 4 jours par semaine de travail au lieu de 4 jours et demi, ce qui nous a aussi permis d'économiser de l'énergie finalement. On a lancé il y a 3 ans notre premier bilan carbone sur les scopes 1 et les scopes 2. On a installé des ruches, je disais ça coûte pas cher, c'est même gratuit. Mais dans le cas de la préservation de l'environnement, on tombe pas toute la pelouse maintenant. Enfin, un certain nombre de sujets. Et donc l'outil, ouais, très, très pratique. Et donc je le mets à jour tous les ans. Va falloir que je le fasse pour cette année. Ça me permet aussi de voir l'avancée de mon plan d'action et dans les différents domaines. Donc c'est plutôt sympa. Le petit bémol, et je vais quand même, parce que je ne vais pas faire que des compliments, le petit bémol, c'est qu'il est bien adapté à des grosses boîtes, il l'est un peu moins à des petites boîtes. D'accord. Okay. Voilà. Donc, je ferai remonter. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que ces outils, il y a des outils, comme disait Frédéric, il y en a beaucoup qui existent. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, celui de la branche, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, j'ai trouvé cette présentation très intéressante. Ça montre quand même que les champs est quand même assez large, qu'on peut se l'approprier, comme le disait Renaud, à sa façon pas à pas. Ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait l'engagement de la gouvernance, mais ça, j'avais eu ce sujet, j'avais eu cette discussion maintenant il y a 20 ans au sujet de
du HSE, hein. C'était pareil, dans les petites entreprises, il fallait qu'il y ait une maturité de la gouvernance pour avoir aussi des responsables HSE. Et on le retrouve à chaque fois qu'il y a de nouvelles, voilà, sur la qualité, comme vous disiez, maintenant sur la RSE. C'est important d'embarquer tout le monde. Parce qu'effectivement, en tout cas, si on n'a pas la gouvernance ou la direction, on ne peut pas le développer. On peut le développer à son niveau, mais on ne peut pas emmener l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, on peut se prendre encore 5 minutes. Après, on va vous libérer parce qu'il est midi 10. Sinon, on va terminer cet atelier. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on est à votre disposition pour faire d'autres ateliers, pour échanger. Serge, tu avais levé ta main? Oui, tout à fait. J'avais une question à Frédéric, même s'il peut avoir une réponse de Normand, c'est peut-être bien oui, peut-être bien que non. Mais est-ce que l'expérience que vous avez, la visibilité de plusieurs entreprises montre que ça marche mieux lorsque l'on a une grosse action entreprise et que vraiment on embarque tout le monde, ou est-ce que ça marche mieux lorsque l'on passe la politique petits pas, c'est-à-dire avec des petites actions de test et on en garde on en fait un bilan et on en relance une autre? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce qu'avec des actions expérimentales, ça marche mieux, ou est-ce qu'avec faut vraiment tout révolutionner, quoi? Alors, pas de réponse Normand, moi je suis plutôt corse dans les origines. C'est encore autre chose. Non, les petits pas, c'est très bien, il faut commencer par là. Mais tout a montré que ça ne suffit pas du tout. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que plein de petits pas suffit à faire une action d'ampleur n'a jamais été démontrée. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que si on se contente de ça, ça soulage les consciences. On se dit, bah, c'est bon, moi j'ai fait mon truc, et il ne se passe pas grand-chose. Donc, la question, c'est quelle est l'intention? Je pense qu'on est obligé de commencer par là. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer par quelque part, et on ne va pas commencer par transformer le modèle d'affaires d'une entreprise. Donc, on va être obligé par des petits pas, tester la sensibilité des personnes. Mais pour moi, c'est important d'inscrire ça dans un continuum dans lequel on va retrouver cette démarche que montrait Cindy, où à un moment donné, on va se dire, il y a un vrai plan d'action où je vais mesurer, et puis je vais avoir une transformation, et puis je vais mesurer cette transformation et voir si elle est efficace. Donc, ce qui va fonctionner, en effet, à un moment donné, c'est de dire, ça devient un sujet d'entreprise. Et à ce titre, il y aura une performance mesurable qui doit être inscrite dans la stratégie de l'entreprise au même titre que la performance financière. Quand j'avais commencé à travailler sur ces sujets, donc on était en 2017, le climat était un sujet tabou en entreprise. L'environnement se restreignait aux normes environnementales, aux règles imposées aux entreprises auxquelles elles étaient bien obligées de se contraindre. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans toutes les grandes entreprises, le sujet est un sujet professionnel. Je pense que chez les ETI et les PME, il y a encore du travail, et que les petits pas vont vite ne plus suffire sur deux aspects dont on a parlé aujourd'hui. Un, la marque employeur. Les étudiants et les étudiantes là, qui sortent d'université, elles savent très bien faire la part des choses, d'une part, et de l'autre, dans un monde qui va énormément se transformer dans les années à venir, ceux qui ne pourront pas anticiper ces transformations parce qu'il n'y aura pas la culture d'entreprise prête à recevoir ça, vont avoir probablement un peu plus de difficultés que d'autres. Ça répond? Ah oui, parfaitement. Enfin bon, je m'attendais effectivement à un ensemble de ça. Mais vous préconisez quand même du coup, voilà, ce côté petit pas, mais pour faire l'expérimentation. L'expérimentation, elle donne un retour d'expérience, et on s'appuie sur le retour d'expérience pour dire ça vaut vraiment le coup, enfin, ou pas, hein, d'ailleurs, mais c'est pas dit que ça marche, mais au moins on s'en sert après. Il faut vraiment communiquer pour passer à la vitesse au-dessus, quoi. Ouais, et comme on le fait sur d'autres sujets, un peu en mode DMAC, donc on développe, on mesure, on agit, et puis on contrôle, on vérifie que ça marche.
Ça POC. implique, voilà, donc on va faire un POC, on vérifie que ça marche, que la gouvernance, en effet, soit bien impliquée. Donc, typiquement, quand on fait de la sensibilisation, j'ai des entreprises qui viennent me voir en disant on va déployer à tout le monde. Et donc, la première question que je mets un prérequis, c'est on commence par le haut. Parce que sinon, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que on va dire ah oui, mais moi, j'ai pas le temps. Donc, déjà, ça donne une image aux autres employés que c'est important pour eux, mais pas pour les gens qui sont en responsabilité. Et deux, en fait, s'ils ne sont pas impliqués dès le départ, ils ne vont pas influencer leurs décisions avec ces thématiques. Donc, très, très vite, quand on fait des POC et on se dit, tiens, il y a des idées, il faut que les directions, les comités de direction, les personnes en charge de prendre les décisions soient non seulement impliquées, mais mises dans une seringue d'évolution qui fait que ça va être sérieux et pris au bon niveau. Sinon, à chaque fois qu'il va y avoir un problème, une contrainte, un risque, un sujet qui va arriver, c'est comme le gouvernement. Hein. Si vous avez vu, dans le gouvernement de M. Barnier, aujourd'hui, on sent que ces sujets ne sont pas une préoccupation. Il y a une dette colossale qui vient de se créer. Tout de suite, l'environnement passe à côté. Je pense que dans l'entreprise, c'est pareil si on n'a pas mis ça au cœur de sa stratégie de l'entreprise. Pardon pour le côté politique qui arrivait. Bon. Très bien. On n'a pas rebondi, mais on est d'accord. Je pense qu'on va conclure sur ça. Est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint? Oui. Cindy? Ok. Oui, et en plus, on l'a enregistré, donc on aura le lien parce que certains ne pouvaient pas participer aujourd'hui. Ils m'avaient demandé si c'était possible d'enregistrer l'atelier. Donc, Cindy, si tu en es d'accord, tu m'envoies le lien pour que je puisse après le transmettre. On vous enverra le lien et aussi des liens, justement, le guide. Enfin, moi, j'essaierai de vous mettre aussi le guide et les éléments dont Frédéric a parlé, et puis d'autres liens pour aller voir au niveau des aides, au niveau des bilans, ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez explorer un peu plus sur tous les dispositifs qui sont aujourd'hui disponibles. Je vous ai pas parlé aussi du contrat VTE, mais il y a des contrats, si vous voulez engager une démarche RSE, il y a des contrats aujourd'hui qui sont subventionnés et qui peuvent vous aider à avoir une compétence à voilà, aider et financer sur ces sujets-là. Donc, je vous mettrai aussi de la documentation sur le contrat VTE, qui est un bon levier. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier tous d'avoir participé. On remercie particulièrement Cindy et Frédéric pour nous avoir consacré, notamment Frédéric, nous avoir consacré 1h30 de son temps. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que cela a été pour vous également. Et comme je le dis, si vous avez besoin ou si vous souhaitez qu'on refasse un atelier sur ce sujet ou qu'on travaille sur autre chose, revenez vers moi et puis on verra avec Cindy et éventuellement Frédéric comment on peut répondre à votre attente. En tout cas, merci beaucoup. On va vous libérer. Je vous fais passer tous les éléments. Et merci Cindy et merci Frédéric.